Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tombolia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour. Hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant qu'il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais... Merci de nous rejoindre dans cette émission Le Scanner. Comme vous le savez, Le Scanner est une émission constructive qui vous parvient tous les jours quand il est 9h. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout à travers le pays, à Kankan, à Zérékoré, à Boké, à Labé, mais aussi à Mamon, un peu partout, à travers la capitale, à Bambeto, à Koza, à Matoto, mais aussi à Imbaya, d'où nous émettons. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine, il faut le rappeler. Au menu, les travaux de validation de la toute première politique nationale de l'emploi ont été clôturés ce mercredi 10 juillet 2024. Ce document assorti des recommandations et des 6 étapes cruciales devrait permettre désormais à la Guinée de mieux structurer l'emploi afin de mieux guider et orienter les décisions gouvernementales. Et c'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui a présidé la cérémonie de clôture en présence de membres du gouvernement, représentation diplomatique, partenaires techniques et financiers, organisations syndicales, patronat, mais aussi la société civile. C'est un document constituant le socle des futures actions du gouvernement relatives à l'emploi dans tous les secteurs de développement économique et social de notre pays, rappelle la ministre Aminata Kaba. Pour la mise en œuvre de cette politique, 6 étapes cruciales ont été identifiées, à savoir la réalisation de la volonté politique, la présentation de la politique nationale de l'emploi en Conseil de ministres, la présentation publique de la politique nationale de l'emploi, la participation opérationnelle de la mise en œuvre de la PNE au niveau sectoriel, régional mais aussi local, et puis le renforcement des capacités du processus de l'emploi à tous les niveaux et le déploiement d'outils de planification et de l'utilisation favorable à l'emploi au niveau sectoriel, régional mais aussi local. Tout à l'heure, nos chroniqueurs vont, avancer leur grille de lecture par rapport à la toute première, politique nationale de l'emploi. Au Mali, la junte au pouvoir décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les associations à caractère politique à l'occasion d'un conseil de ministres tenu ce mercredi 10 juillet 2024. Assimi Goïta avait décrété cette suspension, accusant ainsi les partis de discussions stériles et de subversion. Il avait invoqué le danger que leur activité faisait peser sur un dialogue national en cours sur l'avenir politique du Mali. Pour rappel, les principaux partis et associations politiques protestaient contre le maintien des militaires à la tête du pays après l'échéance de mars 2024, au cours duquel la junte s'était engagée à organiser les élections et céder le pouvoir aux civils. Question, peut-on parler d'une volte-face ou le début d'une décrispation de la crise malienne pendant que plusieurs opposants sont encore écroués? La question est posée dans le scanner. Et puis, les dirigeants de la CEDEAO, on vous le disait depuis plus de 2 jours, les dirigeants de la CEDEAO réunis ce dimanche 7 juillet à l'occasion du 65e sommet ordinaire à Abuja ont constaté le manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali, mais aussi du Niger, qui ont annoncé en janvier le retrait du bloc régional. Une décision jugée irrévocable tout en accusant ainsi la CEDEAO d'être manipulée par la France et de ne pas soutenir les pays contre le djihadisme
en expansion. Le sommet a ordonné à cet effet la préparation d'un plan d'urgence prospectif pour faire face à toutes les éventualités dans les relations avec les 3 pays sahéliens. Pour rapprocher les positions, le président sénégalais a été désigné à cet effet comme l'émissaire de l'institution auprès de ces 3 États. Bassirou Diomaye Faye a déjà exprimé le souhait de rétablir très rapidement le dialogue entre la CEDEAO et la nouvelle confédération, l'AES. Réussira-t-il cette mission délicate? Quelle marge de manœuvre diplomatique dispose-t-il pour ramener ces 3 homologues à de meilleurs sentiments? Que faut-il faire pour que naisse une CEDEAO indépendante et forte? Pour répondre à toutes ces questions, nous aurons au bout de fil Thierno Boubacar Diakité. Il est analyste politique mais aussi géostratège. C'est tout pour le menu. D'autres sujets s'ajouteront à ceci. Bienvenue encore une fois. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Gbessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas de l'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. C'est parti pour 90 minutes de débat. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67 ou sur la page Facebook de notre média Kavi Média ou groupe Kavi Média. Merci encore une fois de votre fidélité, mais aussi ici dans ces studios et sur ces plateaux, mes amis, mes compagnons, les chroniqueurs de cette émission ici présents. Fodé Bangali Dansoko, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère et bonjour aux fidèles auditeurs. Tout feu, tout flamme. Ouais, oui, mais ce matin quand même, j'ai laissé le cours à la maison. Donc, ça veut dire apparemment... Allons-y seulement. Sûrement les promesses du PM déjà en gestation commencent à se réaliser. Donc, voilà, et j'aimerais bien que ça continue ainsi. Quelqu'un est passé par là, le général. Ah. Le général est passé par là. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge parce que vraiment, c'est voilà. Mokhtar Silla, directeur de publication de Guinée Panorama, chroniqueur à Sabari FM. Bonjour, bienvenue cher ami. Bonjour Yaya, bonjour à Dansoko, bonjour allez-y. Bonjour à Beila, bonjour à Tokonou, bonjour, c'est dans Cancan. Bonjour à Bofa, bonjour à Koyi, bonjour à Maliembere. Bonjour à Koubia, bonjour à Kouroussa, bonjour à Mandiana. Bien, pour commencer Mokhtar, la liste des arrestations, disons, s'alourdit, il faut le dire. On nous apprend effectivement que Alpha Bayo, activiste de la société civile, coordinateur national de la MAOC, a été arrêté hier soir. Oui, effectivement, nous l'avions appris hier à travers notre site Guinée Panorama. On nous a contacté pour nous donner cette information dans le souci quand même de vérifier l'authenticité de cette information. Nous avons essayé de rentrer en contact avec... nous avons d'abord tenté de joindre Alpha Bayo, qui était injoignable. Ensuite, nous avons essayé de joindre un membre de sa structure qui nous disait qu'il avait appris de la même manière que nous. Alors nous avons cherché aussi à avoir le numéro de sa femme
qui aussi malheureusement n'était pas joignable. Et donc finalement, nous nous sommes rendus compte que c'est ce qui se disait que c'était effectivement vrai, parce que cela a été aussi confirmé par la MAOG à travers, disons, une déclaration. Je pense que on nous apprenait qu'il a été arrêté au niveau des frontières, de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Je pense que il était dans quel chemin, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'est senti d'abord menacé parce qu'il a vu ses camarades de lutte qui sont déjà arrêtés manu militari? Ce qu'il faut rappeler, c'est le ténor de la dynamique. Est-ce qu'il avait reçu des informations selon lui que son arrestation aussi était planifiée et qu'il était dans une posture de pouvoir s'échapper alors qu'il est tombé dans le filet des forces de l'ordre? Il ne fuit pas son destin. Et finalement, il a été mis aux arrêts et destination pour l'instant inconnu. Donc je pense que ce sont des pratiques qu'il faut à un moment donné, qui ne font pas il faut cesser tout simplement. Une bonne publicité pour le pays. On est dans un pays où on parle, il y a la charte qui fait office de constitution, et dans cette charte même, le droit à la manifestation, à la prise de position, notamment à l'article 12. Tout est indiqué clairement. Alors, lorsqu'il s'agit d'aller arrêter, c'est vrai qu'une personne peut être en conflit avec les lois sans que nous le sachions, tout le monde est justiciable. Mais je pense qu'il faudrait quand même communiquer, et parfois même on pourrait procéder à l'arrestation de la personne, et derrière, c'est prévu par la loi, et communiquer c'est pourquoi la personne a été arrêtée. Mais il y a déjà d'autres qui étaient déjà arrêtés, et pour l'instant aucune communication autour, pourquoi ils sont arrêtés, de quoi est-ce qu'ils sont reprochés. On vient encore rallonger la liste. Je pense que c'est quand même difficile. Et au moment, l'institution sous-régionale nous invite à un dialogue inclusif. Vous avez vu un peu le paradoxe. Donc pour moi, ce sont des pratiques de notre âge qu'il faut carrément abandonner. C'est vrai qu'on peut reprocher, c'est tout à fait normal, parce que lorsque l'État pense qu'une personne est menaçante, il est de son devoir d'interpeller la personne pour, après des enquêtes pour infirmer ou confirmer. Mais pourquoi? Je pense surtout exhiber ces éléments de menace. Oui, mais je pense que tout doit se faire dans les règles de l'art. C'est cela la logique. Mais ces arrestations extrajudiciaires, je pense que le général avait quand même dénoncé ça lors de sa prise de pouvoir. Je pense qu'il ne doit pas retomber dans ce même piège. Pensons que c'est quelqu'un quand même de bonne volonté. Il faudrait quand même éviter directement. Vous avez vu l'arrestation de Fonike Mengue, les indignations que ça a créé. La crise s'internationalise. Les Nations Unies, tout le monde. Vous avez vu même le barreau de Guinée qui, quand même, qui menace. Et c'est tout, c'est cette menace-là qui pèse beaucoup plus, parce que ça va handicaper un peu quand même le fonctionnement de l'appareil judiciaire, parce que vous ne pouvez pas organiser un procès sans qu'il y ait un avocat de la défense. Absolument. Et vous avez vu le barreau qui donne quand même 48 heures au ministère de la Justice, à la justice guinéenne pour libérer, pour demander la libération ou une communication autour de cela. Sinon, il risque de saboter les procès dans les jours à venir. Et je pense que nous avons encore le temps, parce que heureusement cette déclaration coïncide à un week-end. Nous avons tout le temps pour quand même éviter cette crise. Vous savez, comme aujourd'hui, si le barreau décide de boycotter, ça veut dire que sur le plan judiciaire, il y a un arrêt qui est là, et ça peut avoir des impacts un peu partout, alors que nous avait dit que la justice sera la boussole qui guidera tout un chacun. Donc je pense que ce sont des cas qu'il faudrait vraiment éviter. Et de l'autre côté, ce qu'il faudrait dire aux activistes de la société civile, c'est bien beau parce que tout le monde parle politique, ça veut dire qu'il y a la liberté d'expression et tout ça, mais derrière qu'on refuse la manipulation. Vous savez, parfois, même les journalistes font objet
des manipulations. Absolument. Mais heureusement que dans les écoles du journalisme, on nous enseigne ça, dans les techniques et tout ça, parce que on va vouloir vous faire dire ce que la personne veut dire, mais c'est à vous d'être intelligent pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et effectivement, ça nous arrive à longueur de journée. C'est mal qu'il y a longtemps rongé ce métier dans nos pays. Ça, c'est vrai. Non, ça nous arrive à longueur de journée, mais c'est à nous d'être intelligents pour ne pas quand même tomber dans ce piège. Et je pense que cela est valable aussi pour des activistes de la société civile. C'est vrai que la cause pour laquelle on est en train de dire de se battre, la vie chère, ça relève carrément de la société civile, l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, comment dirais-je, le respect de la liberté d'expression et tout ça, mais le contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Voilà, mais il ne faudrait pas que derrière qu'il y ait des manipulations des politiques pour arriver à leur fin, et puis par ça on passe par des activistes de la société civile. Je pense que dans l'un ou dans l'autre, on ne doit tous pas tomber dans ces pièges-là. Il faut de Bakary Dansoko. Bakary, non, il n'a pas pris son café ce matin. Et durant 3 jours, il tient à l'amitié. Ce qu'il faut faire, c'est la sanction qu'on nous imposait à l'école primaire. Lorsque tu n'arrives pas à maîtriser un mot, on te demande de l'écrire 100 fois. Et c'est le même exercice qu'on va le soumettre. C'est pas la première fois. J'avais un ami pour rappeler. Non, je comprends. À Somphonia, au lycée, il s'appelait. Oui, il faut des Bakary. Donc, qui est journaliste aussi. Ça arrive souvent. Non, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ça ne passe pas. Ngali dans Soko, le Koutigi. Merci beaucoup. Et puis voilà. Et c'est ton patron. Cette machine doit s'arrêter. Et puis bon, cette machine doit s'arrêter. Oui, bien sûr, mais on ne sait pas aussi dans les conditions dans lesquelles M. Bayo a été interpellé ou arrêté et conduit vers une destination inconnue. Ouais. Donc c'est ce matin même que moi j'ai appris cette mauvaise nouvelle encore une fois de plus, mais qui n'est pas réluisant aussi pour l'image du pays. Ouais. Donc comme dans les 2 précédentes émissions, nous avions eu à faire cas sur ces cas d'arrestation qui déjà ne font pas vraiment, c'est ce que, comme je le disais, ne fait pas la bonne publicité. Donc, mais ce qui reste clair, et voyez-vous que ce que moi je ne comprends pas un peu, lorsque nous faisons un peu une rétrospection de l'arrestation de M. Bayo, on dit qu'il était en partance pour la Sierra Leone. On ne sait pas le pourquoi et le comment, qui l'aide ou quoi. Bon, est-ce qu'il se sentait déjà menacé ou bien s'il avait des suspicions qu'il allait être arrêté dans les heures ou dans les jours à venir. On peut en déduire comme ça. Donc, c'est pour cela, et moi je ne suis pas contre la gestation idéologique florissante dans le milieu politique. Cela est une très bonne chose. Il faudrait que les jeunes s'expriment. Il faudrait qu'ils aient des idées pour défendre leur intérêt, défendre l'intérêt général. S'ils pensent apporter un plus au bonheur de la population, cela n'est pas mauvais. Voilà, et il faut éviter le vide politique surtout, ou l'appauvrissement en matière de dialogue sur le plan politique. Donc, tant qu'ils peuvent apporter positivement, cela n'est pas un problème. Mais lorsque nous prenons aussi ces entités et on essaie de les catégoriser séparément, on se rend compte quand même que Bayo est de la société civile, si je ne me trompe. Et les Fonikemeng, ils sont à la tête ils sont aussi de la société civile. De la société civile, mais ils sont maintenant dans une vision politique parce que le mouvement s'était transformé en mouvement politique. Donc, comme le disait souvent, il faudrait éviter qu'il y ait des manipulations parce que je ne dirais pas de non ici, mais lorsque quand même il faut rafraîchir la mémoire des fidèles auditeurs, c'est important. Lorsque avant-hier, on a appris malheureusement l'arrestation des 2 activistes Mani Militari chez eux, et puis nuitamment dans quelles conditions et amenés dans une destination inconnue, et on ne le sait pas, mais quand même il y a eu la réaction de certains acteurs politiques qui se sont fendus en communiqué ou en déclaration pour dénoncer cela et que cela est considéré comme un comportement d'un certain âge. Donc il faudrait maintenant transcender, qu'il faudrait dépasser. C'est ce que je chasse. En une façon ou en une autre manière, c'était de leur interpréter et
de dire que en fait la manière n'est pas la bonne. Absolument. La manière n'est pas la bonne et que le monde entier nous regarde, l'Afrique nous regarde. Voyez-vous que tout dernièrement nous aurons quand même la chance de décortiquer un peu la situation sociopolitique du Mali. Absolument. Mais Donc, le président Goïta vient de libérer quand même, comment dirais-je, de lever la sanction, la suspension des partis politiques. Je pense que cela doit être de rigueur ici en Guinée. Il ne faudrait pas créer tout le temps de la suspicion. Ça ne peut pas aller... Des crises inutiles. Des crises vraiment, qui ne s'expliquent pas. Parce que, regardez, vous avez arrêté quelqu'un une fois, vous l'avez arrêté 2 fois, vous l'avez arrêté 3 fois. Mais la même personne continue toujours dans sa dynamique. Moi, je pense que... Vous le radicalisez. Vous le radicalisez, puis vous le rendez fort. Ok? Parce que tout ce qui ne tue pas rend plus fort quelqu'un. Donc, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé quand même, on l'a toujours dit ici, de privilégier le dialogue. Il n'est jamais tard Tout passe par le dialogue. Donc c'est l'arme des forts. C'est cette arme qu'il faudrait quand même utiliser pour pouvoir les rassembler autour d'une table, discuter des problèmes auxquels le pays est confronté. C'est important. Si ils sont dans une dynamique, je ne dirais pas de rébellion, mais de contestation, cela veut dire quelque part ils ont des inquiétudes. Et ces inquiétudes sont sur la table. Donc la main elle est tendue, mais c'est pas une main tendue où on t'amène, ou quand on la prend, c'est pour te traîner ou derrière les barreaux ou bien t'amener vers la prison. Ou pour couper la main. La main ou une disparition totale, où les familles sont maintenant sont dans une inquiétude totale. Donc ces formes-là sont en train de se développer depuis un certain moment. Cela doit cesser, mais j'espère, il faudrait bien que nous l'espérions, que le général ne soit pas au courant, parce que voyez-vous que la gestion du pouvoir, elle est très complexe. Très complexe. Vous pouvez être président aujourd'hui de la République de Guinée une fois, et moi je suis un partisan ou un militant engagé de votre cause. Et ça arrive que je fasse des choses dont vous n'êtes même pas au courant. C'est possible. Sincèrement, ça arrive. Et puis vous êtes surpris, vous dites, mais comment cela s'est passé? Donc, tout cela se passe. Et au finish, on met tout sur le dos du président. De l'ordre du président. Mais si cela se passe aussi et que le président n'est pas au courant, ceux qui le font, ils ne le font pas dans le bien-être du président. Ils ne l'aident pas. Donc il faudrait quand même qu'il y ait des procédures. Donnons la force à la justice. La justice doit être la clé de voûte de la société. Elle doit être l'épée Damoclès qui doit être au-dessus du citoyen. Elle est fondamentale. Elle doit être respectée parce que c'est un département respectable. Il faut qu'on lui la donne. Il faut qu'elle soit indépendante. Mais à chaque fois, ces arrestations arbitraires, ces condamnations extrajudiciaires, ces condamnations extrajudiciaires, et qui, on ne sait quoi, et puis voilà, cela ne peut pas aller. Donc, pour le barreau de Guinée, c'est important de brandir déjà des menaces pour qu'il trouve... Pas des menaces, mais de jouer son rôle. Voilà, de jouer son rôle. Mais pour le moment, c'est une menace en gestation, il faut le dire comme ça. Donc, comme ils ont donné 2 jours, c'est un embargo, c'est un ultimatum. Donc, verrons s'ils vont passer de la parole à l'acte. Absolument. Mokhtar Sylla, avant de s'attaquer au premier sujet, hier, on nous apprenait qu'un train avait fait un accident vers Kaporo. Oui, ce qui relance un peu aussi l'incivisme, mais aussi l'irresponsabilité de la compagnie elle-même. Parce que les services de contrôle doivent être là. Oui, peut-être c'est de votre pensée, mais je pense que la responsabilité est partagée, c'est-à-dire entre la société, l'État et les citoyens. Parce qu'il faut aujourd'hui se dire la vérité. Est-ce que cet accident est intervenu parce que l'entretien n'est pas respecté? C'est une question à se poser. Est-ce que l'accident est intervenu parce que l'incivisme a fait que des tas de ordures se sont retrouvés sur l'air, empêchant la circulation libre? Non, ce qu'il faut dire, du train, au dire du chef de quartier, c'est que c'est une quantité de sable qui a été traînée par la pluie. Par la pluie libyenne. Et l'autre question, moi je pose des questions. Et l'autre question, pourquoi aujourd'hui nos rails sont à ciel ouvert? C'est aussi parce que dans les autres pays,
dans ce cas peut-être peut en témoigner, dans les autres pays ce n'est pas comme ça. Les rails sont clôturés, aucun accès. Vous avez même des forces de défense et de sécurité qui sont là pour y veiller. Donc c'est vrai que vous pouvez rejoindre l'autre camp, mais il y a quand même des passerelles. Il y a des passerelles, dédiées à cela. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous ici, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est devenu même un lieu de loisirs pour certains. Non, par un civisme, les gens sont capables d'aller mettre des ordures sur les rails. Ils le font. Ils le font à longueur de journée. Et ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, vous avez parfois des marchés tout au long des rails. Allez partir à Madina. Non, allez à Avaria. Et parfois, même, ce sont les autorités qui se permettent de construire à 1 micron de rail. Rappelez-vous de la résidence familiale de l'ancien gouverneur, comment il s'appelle, Soriba Sorel Camara. Il n'y a même pas 5 mètres de distance entre cette concession et les rails. Et ailleurs, ce n'est pas comme ça. Alors, et devant là, juste à côté, il y a un petit marché où les femmes viennent pour vendre des poissons et des trucs comme ça, des condiments. Et parfois même certaines sont assises sur les rails. Vous avez vu combien de fois j'ai dit que la responsabilité, il est partagé. Et imaginez que cet incident survenait là. Qu'est-ce que c'est? La catastrophe. Absolument. C'est la catastrophe parce que l'incident quand même n'est pas survenu pendant la nuit. C'est en pleine journée et je pense que c'est heureusement. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. C'est à l'État de prendre la responsabilité parce que Conakry n'est pas aussi grand. Quand vous partez à Dakar, du début à la fin, il y a quand même une clôture là, tout ce qui ceinture les rails. Et vous ne pouvez pas avoir accès. Et quand vous y tentez, vous livrez à une arrestation parce qu'il y a quand même des gendarmes qui y veillent 24 heures sur 24. Donc ça veut dire, et ici, pourquoi on ne peut pas le faire? Et Dakar n'est pas de la taille de Conakry quand même. Ça peut faire Conakry Kindia. Cet État a pu le faire, pourquoi pas nous? Alors qu'on peut imposer même, c'est juste une politique qui nous manque. On peut imposer à ces sociétés qui exploitent nos mines et qui les transportent, quand même à cela. Maintenant, voilà une condition. Si vous voulez vous imposer là, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, la construction des rails, mais ensuite, il faut les ceinturer pour la sécurité de nos citoyens. Aujourd'hui, la Guinée, combien de pourcents? Le pourcentage de gens, je ne veux pas dire d'analphabètes, mais de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, parce qu'il y en a qui ont voulu aller, mais compte tenu de la situation, ils n'ont pas eu cette chance-là. Difficilement ils comprennent. Alors, et je pense que lorsqu'il y a des passerelles sont là, bien vrai que parfois, même les passerelles qui sont sur le long des grandes routes ici, je veux parler de l'autre route, le Prince et l'autre route Fidel Castro, parfois même des gens essaient d'éviter ces passerelles-là pour contourner, aller de l'autre côté, malgré les barres de fer qui sont... Mais nous sommes allergiques à cela. Oui, mais je pense que quand cela est fait, de sensibilisation en sensibilisation, de gens peuvent le comprendre. Quelquefois, il faut sévir. Et de l'autre côté, je pense que le chef de quartier est allé vite en besogne. Est-ce que c'est parce que l'eau a drainé le sable qui est venu là, c'est ce qui a causé... Il a finalement surplombé les rails. Est-ce que c'est cela? Ou bien, est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'on a vérifié d'abord? Est-ce que techniquement, le train était bien portant? Je pense qu'on ne doit pas vite aller en besogne. Lorsque des cas comme ça arrivent, il faudrait mener toutes les études possibles avant de prendre la parole. Parce que je pense qu'à partir de là, la société, c'est Rusal, je crois, peut automatiquement se dédouaner pour dire que la responsabilité n'est pas à notre niveau. Absolument. Et je pense que dans l'un ou dans l'autre, chacun doit essayer de jouer son rôle. L'État doit le faire, doit ceinturer les rails. Les citoyens doivent arrêter d'aller jeter des ordures là, ou bien d'aller y habiter. Parce que vous vous exposez. Après, quand ça déraille et qu'on ne souhaite pas malheureusement que des morts arrivent, tout ce qu'on pourra faire, c'est de venir présenter des condoléances. Parfois même, quand on est trop sensible, de décréter de deuil. Mais celui qui est déjà parti, on ne peut plus le ramener à la vie. Et je pense, et aussi les autres sociétés qui s'implantent là, il faudrait quand même vous rassurer de vos engins, respecter le contrôle technique. Je pense que ça y va dans l'intérêt de tous. Fodé Bakary, vous partagez ta vie, Bangali. Oui. Cette responsabilité est partagée. Ok.
Oui, je partage entièrement son avis. J'ai entendu Diakanké. Il n'y a pas de problème. Incroyable. Attention, sinon tu risques de finir dans la corde. Vous savez, je partage entièrement son avis parce que c'est important. Il a dit quelque chose, mon cher confrère vient de dire quelque chose d'important concernant en fait le diagnostic posé déjà par le chef de quartier. Mais vous savez, en Guinée, tout le monde est spécialiste en tout. C'est ce que je dis souvent. On connaît plus spécialiste à rien. Même nous d'abord, on appelle le médecin. Allô, bonjour docteur, ça va? Je pense que j'ai le palu. Le palu, c'est un diagnostic. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as le palu? Il y a des symptômes. C'est un ensemble de symptômes qui donnent pour diagnostic le paludisme. Le Guinéen déjà connaît tout. J'ai la typhoïde. Tu as la typhoïde? Oui. Comment tu as la typhoïde? Est-ce que tu peux me dire? Non, j'ai la typhoïde. Je sais, c'est ma maladie depuis longtemps. Voilà. Donc, on tombe automatiquement. On pose automatiquement le diagnostic. On est spécialiste en tout, mais spécialiste en rien. Voyez-vous? Donc, comme il l'a dit tantôt, il faudrait quand même faire attention parce que ça peut être quand même un diagnostic hâtif qu'a posé le chef de quartier concernant l'ensablement de cette voie. Et aujourd'hui, nous voyons quand même que les trains qui circulent sur nos rails sont vieillissants, sont vétustes. C'est ça, parce que ça date des temps coloniaux. Voilà, depuis avant l'indépendance. C'est un héritage colonial. Voilà, c'est un héritage colonial depuis que l'exploitation a commencé. Il parlait aussi de la sécurité de ces voiries, mais c'est important parce que voyez-vous que le train, on dit que c'est gare à gare. C'est comme l'avion, c'est à l'aéroport. Tout à fait. Voilà, donc le train ne s'arrête pas pour autre chose. Donc, et nous voyons aussi que le long de ces rails-là sont devenus aussi, quelque part dans certains quartiers, où des zones de rassemblement de jeunes sans activité quotidienne qui se rassemblent là pour fumer de la drogue ou pour s'adonner à des dépravations, à des pratiques vraiment pas saines, inappropriées. Donc cela arrive souvent et que des fois on voit que des corps sont sur les rails et que le train vient, on dit que c'est le train. Il y a assez de choses qui se passent. Donc il faudrait quand même interpeller quand même la société d'être plus responsable maintenant, de sécuriser le long de ces voies. Mais c'est tout l'État aussi d'exiger de la société. Voilà, c'est important. Parce que à chaque fois, depuis longtemps, nous assistons, vous accepterez quand même ça avec moi, que depuis longtemps, nous on est à Conakry, on voit les trains là circuler comme ça là, on ne sait même pas dans quelles conditions, ou bien les barrières de sécurité ne sont pas aussi garanties. Ok, donc il y a des klaxonnements ainsi de suite, mais ça passe dans nos marchés. Regardez, allez-y vers Koza, les rails sont à combien de mètres du marché? C'est incroyable. Voilà, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il parlait tantôt de Avaria, mais c'est au bord du marché. Donc l'État aussi et le ministère de l'Habitat doivent prendre leurs dispositions et en sécurisant aussi les personnes et leurs biens. Donc en délimitant ou en disant, il faudrait maintenant, pour que vous vendiez près des rails, il faudrait qu'il y ait 5 à 7 ou bien 20 mètres et comme ça. Mais tout contrevenant qui violera ces règles, il s'expose déjà à la rigueur de la loi. Cela pourra les interpeller et dire oui, c'est vrai. Et on a parlé de la vétusté de ces engins. C'est une réalité. C'est une réalité. Et tous les jours, ils transportent nos terres. On ne sait pas et on ne connaît ni le prix, on ne connaît ni à quoi ça sert, mais il faudrait aussi quand même respecter la responsabilité même de protéger. Protéger, parce que si c'est tombé la journée, sûrement ça c'était pas dans une zone peuplée. Il y avait juste des garages à côté. Des garages. Si c'était dans une zone peuplée, on aurait avec cette vitesse souvent que le train prend souvent, on allait assister quand même à un carnage. Donc Dieu merci, cela n'a pas été.
Mais ce qui reste clair, il faut prévenir que guérir, et que le gouvernement aussi doit prendre ses dispositions à travers le ministère de l'Habitat et le ministère de la Sécurité publique. Et celui du transport aussi. Celui du transport aussi se donne la même pour pouvoir encore discuter du problème de la sécurité de ces trains dans les villes. Parce que Conakry aujourd'hui est devenu une grande agglomération. Absolument. Ça, il faut le dire. Il faisait acte tout de suite de comparaison entre Abidjan et, comment dirais-je, Dakar et Conakry. Il a parfaitement raison. Mais Conakry, quand même, les 5 communes ne font même pas une commune d'Abidjan, Yopougon. C'est ça la vérité. Donc, voyez-vous, mais tout compte fait, nous avions notre petite densité en matière de population. Donc, et l'incivisme aussi s'est écorché les pieds en Guinée. C'est ça la vérité. Le Guinéen ne voit pas. Il dit non, moi je crois en Dieu, mais ce qui se passe, c'est ça, et puis ils prennent les ordures tous les jours pour jeter sur les rails. Ça ne se fait pas. Donc le Guinéen doit être respectueux des lois, doit aimer l'amour de son pays et pouvoir respecter certaines choses pour éviter que ces accidents-là pareils n'arrivent. Et surtout, l'État de prendre toute sa responsabilité pour protéger les citoyens et leur vie, parce que ça relève de sa responsabilité régalienne. Alors on s'attaque au premier sujet. Les travaux de validation de la toute première politique nationale de l'emploi ont été clôturés ce mercredi 10 juillet 2024. Ces documents, assortis des recommandations et des 6 étapes cruciales, devraient permettre désormais à la Guinée de mieux structurer l'emploi afin de mieux guider et orienter les décisions gouvernementales. Mokhtar Sylla. Théoriquement, c'est bien. Qu'est-ce que tu appelles théoriquement? Ça vient de sortir. Ce que j'ai dit théoriquement, c'est bien. Mais la réalité, c'est tout autre. Alors, attendons de voir ce qui va se passer. Je pense que c'est quand même une bonne politique si toutefois elle est appliquée. Parce que si on n'a pas juste monté ce projet-là, parce que derrière on a des intérêts, il faut que des poches se remplissent à travers des projets, mais qui après finalement continueront à dormir dans des tiroirs. Parce que aujourd'hui tous les pays africains sont frappés par le même fait, par la même maladie, c'est le chômage massif accru. Et vous avez vu au Sénégal, Sonko et son ami ont joué sur cette fibre très sensible là pour quand même avoir l'adhésion des citoyens. Et c'est même là-bas, on parle aujourd'hui, quand vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, vous citez Sénégal comme exemple, même dans les jeunes, vous allez voir des gens qui ont des masterants, qui quand même font des travaux journaliers dans ces jeux, parce que quand on vous voit, on dit bon, chez vous au moins c'est mieux parce que là il y a l'emploi. Et je pense que nous sommes tous frappés par le même feu. Et quand vous venez en Guinée, c'est la même chose. Ici, on vous dit, bon, si vous n'avez pas de bras longs, ne tentez même pas. C'est comme par exemple le concours qui se passe maintenant là. Donc, il y a des gens qui viennent, bon, disent que, non, moi, je ne vais même pas. Le clientélisme. Parce qu'on a un peu tué ce climat de confiance entre les initiatives gouvernementales et les citoyens. Et je pense que ça doit être restauré. Moi, le paradoxe, c'est que il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui sont fermées, des emplois qui sont perdus. Et vous élaborez un document de politique d'emploi. Je me dis, c'est un peu le paradoxe, mais nous souhaitons quand même que tout cela va être rectifié dans ce document-là pour que dorénavant, que des emplois ne soient pas perdus. C'est un document qui engage tout le gouvernement. C'est ce que je dis, que des emplois ne soient pas perdus par le fait d'une seule personne. Si vous reprochez quelque chose à une personne, mais allez-y vous en prendre à cette personne, mais lorsque les emplois sont là, vous laissez les emplois parce que vous avez vu ce qui est en train de se passer. Il y a l'insécurité qui continue maintenant à grandir, et c'est ça les conséquences. Depuis le lycée, on vous enseigne les conséquences du manque d'emploi. On vous dit c'est le développement du banditisme, et aujourd'hui c'est sous toutes les formes. Vous avez vu la nouvelle forme du banditisme qui est sortie maintenant. On vient, on ne tue plus des gens, mais on les kidnappe quelque part là, puis on demande de rançon. Lorsque c'est payé, on libère la personne, parce que derrière, on n'est pas contre la vie de la personne, mais on cherche à vivre, on cherche à exister. Et je pense que si ce document est appliqué à la lettre,
et je pense que tout ce qui l'ont élaboré sont passés par là, parce qu'il est très peu de personnes, dès leur formation professionnelle, automatiquement ils sont versés dans un emploi. Ces personnes sont très rares, pour ne pas dire que ça n'existe pas, mais tout le monde sait un peu ce que ça veut dire le chômage. Si vous n'êtes pas passé par là, vous avez forcément un parent, un enfant qui est passé par là, et on sait combien de fois c'est difficile. Et c'est en Afrique. On forme un enfant, l'enfant a beaucoup de soucis pour aller en classe supérieure ou terminer ses études, et quand il termine ses études, ça devient un autre problème. Et je pense qu'on en a besoin, et il faudrait que toutes les conditions aussi soient réunies pour que ce document ait de la valeur, parce qu'il n'a de valeur lorsqu'il est appliqué sur le terrain. Donc, une fois encore, c'est quand même quelque chose de salutaire, et nous osons espérer que ça va changer beaucoup de choses à partir de maintenant. C'est un document qui doit constituer le socle des actions gouvernementales dans le futur. Oui, ça doit constituer, comme tu viens de le dire si bonnement, que le socle, je suis entièrement d'accord. Mais les initiatives présidentielles de telle ampleur, je pense que les citoyens ne s'intéressent plus. Parce que le problème de l'emploi et de l'employabilité en Guinée est devenu un problème chronique. C'est pas seulement quelque chose, c'est pas un phénomène qui est nouveau, qui est étranger seulement à notre pays, mais dans toute la sous-région, on le comprend lorsque tout de suite là, il a eu quand même à parler des deux candidats qui ont tiré les ficelles de ce manque d'emploi pour pouvoir se hisser à la tête de l'État sénégalais. Cela est vrai. Mais chez nous ici, c'est tout à fait le contraire. Voyez-vous que moi, je suis bien content qu'il y ait ce rapport. C'est bien, bien beau ce document de l'élaborer, mais le citoyen ou le chômeur lambda ne s'occupe même pas. Il ne cherchera même pas à comprendre ce qui est dedans. Parce que pour lui, c'est du cinéma, c'est les actions qui comptent. Voyez-vous, je vais vous dire, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir en 2021, il y a eu combien de fonctionnaires qui sont allés à la retraite? Ça dépasse aujourd'hui les 15 000 ou 20 000. Ça dépasse même les 20 000. Parce que le premier train qui a emporté les premiers retraités était de 11 000. Après, maintenant, c'est allé. Mais il le fallait. Il le fallait, mais bien sûr. Absolument. Non, je ne suis pas contre ça. Bien. Mais non, il faut le rappeler. Lorsque les places sont vides, mais il faut les occuper. Absolument. Il faut les occuper. Donc, il y a eu 11 000. Après, on a parlé de 5 000. Mais de 2021 à nos jours, il y a plus de au moins 25 000 places qui sont... Les gens qui sont partis, mais c'est des emplois quand même qui permettaient à ces citoyens de subvenir aux besoins de leur famille, d'amener les enfants à l'école. Donc comme ces places se sont libérées et les concours qu'ils ont instaurés, ils ont prévu 10 000 places. Mais les 10 000 places, allez-y sur la plateforme du ministère de la fonction publique, vous allez tomber de votre piédestal. Je vous le dis en connaissance de cause. Parce que les gens, les commentaires, c'est quoi? C'est un résultat bien ficelé déjà, donc c'est même pas la peine d'y participer. Parce que ils ont déjà leurs résultats à leur niveau. C'est les cousins, c'est les neveux, ainsi de suite. Mais comment ça? Mais c'est une réalité, mon cher ami. Depuis tout ce qu'on a pu voir... de tout ce qu'on a mis en place pour garantir la transparence. C'est les commentaires, c'est important. Parce que c'est ça. Peut-être c'est des gens qui ne sont pas admis aussi, ils peuvent le dire. Oui, ils peuvent le dire, les gens qui ne sont pas admis, mais c'est dans le subconscient déjà des Guinéens. Parce que regardez, vous allez voir 10 familles, les enfants qui sont souvent à la fonction publique. Je ne fais pas une dénonciation, mais c'est une réalité. La majeure partie des familles, ceux qui ont eu des parents bien placés, c'est eux qui sont à la fonction publique et bien placés jusqu'à aujourd'hui. On le sait et on le voit. C'est depuis toujours. Ça ne veut pas dire que ces enfants-là sont meilleurs par rapport aux enfants des pauvres. C'est depuis toujours. Depuis toujours. Et les enfants des pauvres qui n'ont pas les moyens de payer pour être là-bas, donc ils sont comment? Ils sont devenus des gens aigris. C'est pas parce que... Pour ne pas te couper la parole, tu vas prendre ta tête. C'était un ministre qui s'est confié à moi, sous Alpha. Je crois que c'est quelque chose qui existait il y a longtemps. Il y avait des bourses qu'on accordait ici à des Guinéens pour le Canada. Et là, on ne prenait que les fils de ministres parce que tout simplement, derrière, chaque année, les étudiants recevaient 7 000 $. Et c'est les fils des ministres qui s'y trouvaient au niveau du Canada. Donc, les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qu'on amenait au fait de l'État, mais qui n'étudiaient pas.
Et puis finalement, c'est à l'arrivée du général Doumbouya, à travers Guiba, c'est lui qui a dit couper tout cela. Donc c'est des faits qui existent, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Ouais, ça c'est la Guinée. Donc c'est la Guinée, Ouais. c'est notre réalité. Donc en élaborant ce papier que moi je vais considérer papier, donc c'est à eux de voir comment ils vont mettre comment ils vont essayer d'exploiter cela. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que l'armée soit le seul pourvoyeur d'emploi en Guinée. Pour la fonction publique. L'armée, j'ai dit l'armée. Ouais. Parce qu'à chaque fois on voit d'abord quand même des recrutements. Mais la fonction publique c'est autre chose. Mais là-bas aussi c'est payant. Oui. Mais il faut 10 millions, 15 millions. Il faudrait restaurer la confiance. Oui. Parce que les jeunes Guinéens chôment assez. Et aujourd'hui, il y a un phénomène encore qui s'est développé depuis longtemps. Et ces enfants-là même, la majeure partie de ces enfants-là résident à l'extérieur. Oui. Ils ont leur salaire ici. Même une mouche ne les touche pas. Et au même moment, les jeunes qui sont dans les rues aujourd'hui se sont transformés. Des diplômés sans emploi se sont transformés en taximètres moto. C'est eux qui font. Et heureusement, ce phénomène a quand même un peu diminué le manque d'emploi. Parce que les jeunes se livrent à cela, ils gagnent un peu d'argent dedans, même si c'est un danger aussi. Au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Mais donc, aujourd'hui, on peut dire que l'État est en train de dire cela. C'est bien beau tout ça. Mais la volonté politique manque. La volonté politique manque et il n'y a pas de sincérité souvent dedans. C'est pour cela qu'il y a une rupture de confiance entre les chômeurs et ceux qui pensent pouvoir nous donner de l'emploi. Et comme il le disait tantôt aussi, il y a des emplois qui ont été fermés depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a combien de familles qui souffrent à cause de la fermeture de ces emplois. Nous le savions, mais ils le connaissent toujours. Mais lorsque l'intérêt de certaines personnes aussi nichées au haut sommet de l'État, quand tu ne traites pas bien avec eux, mais ils mettent la main ou bien ils mettent le pied sur votre entreprise. Et automatiquement, vous êtes obligé de fermer portes et fenêtres et puis congédier vos employés. Parce que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Ne sont pas pris en compte. Et jusque-là, c'est ce dont souffre le secteur énergétique. Voilà. Un peu partout, c'est cela. Évidemment. Julien Yombono était confronté à ces problèmes. Évidemment, il était confronté à ce problème. C'est incroyable. Et notre pays regorge d'assez de potentialités. On dit que c'est une catastrophe géographique, une catastrophe, je ne sais pas, géopolitique, ainsi de suite. Tous les beaux mots là, les mots sidératifs se retrouvent chez nous, mais le Guinéen souffre. On dirait un rat d'église. Nous avons tout et nous manquons de tout. Comme un rat d'église. Nous manquons de tout. C'est ce que nous voyons à longueur de journée. Voilà. Et nous avions notre franc qui nous appartient. Nous sommes souverains totalement par rapport à certains pays d'Afrique. Donc nous avions cette facilité de créer ce que nous voulions sans le contrôle de l'extérieur ou sans une pression venant de l'extérieur. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont méchants. Il y a assez de méchanceté dans ce pays. Je ne dirais pas seulement que c'est le gouvernement ou bien non, pas du tout, mais parce que ceux qui sont censés aider, ceux qui sont censés des individus, voilà, surtout des individus qui sont censés aider ce peuple, qui sont censés aider ces diplômés sans emploi, qui sont censés de combattre la pauvreté, ne le font pas. Et les chefs, nous avions toujours eu des bons chefs en Guinée, parce qu'il faut définir le chef par rapport à la population. Le bon Dieu ne donne jamais un chef comme ça à tout un peuple. S'il le donne, c'est qu'il te dit c'est à l'image du peuple. C'est à l'image du Absolument. peuple. Mokhtar, mais voilà. Mokhtar Bahouri disait quelque chose de très fondamental. Il faut d'abord que l'État ait les moyens pour pouvoir connaître d'abord le taux de chômage. Oui, pour pouvoir s'attaquer au problème. Il faut faire le diagnostic d'abord. On a combien de chômeurs pour pouvoir s'attaquer et voir comment est-ce qu'il faut résoudre le problème. Oui, je pense que c'est très facile à savoir. Parce que vous avez des universités. Et ces chemins dont on parle sortent de ces écoles, de ces universités-là. C'est très simple de passer. Donc quand on parle de chômage, pas que les sortants d'université. Oui, mais le plus souvent, qu'est-ce que vous qualifiez de chômeur? C'est tous ceux qui n'ont pas de travail. Économiquement, c'est lui qui a une compétence et qui n'arrive pas, et chez ce travail, n'arrive pas à en trouver. C'est cela. Mais nous avons ceux qui ont des métiers aussi qui n'ont pas de travail. Oui, aujourd'hui, lorsque vous employez tous les sortants, tous les diplômés, je ne dis pas seulement sortants d'université, parce qu'il y a des gens qui sont sortis des écoles professionnelles, donc ils ont des compétences. Vous allez voir qui va parler de chômage dans ce pays. Donc ça veut dire que, c'est vrai, par rapport, il est revenu, il a parlé d'un cas, par rapport au concours et tout ça, mais je pense que cette fois-ci, ce concours, pour moi, il y a eu des avancées. Bien. Oui, il y a eu lesquels? Nous avons noté.
Bien. La rapidité de la proclamation de résultats. Ouais. C'est une première. Bien. Et l'autre chose, on a essayé quand même de digitaliser les concours. Bien. Pour moi, c'est une avancée qu'il faudrait quand même saluer. Maintenant, le contenu, comment ça s'est passé et tout ça, peut-être ça peut être discutable. Et il faut rappeler, c'est un concours, on n'a pas besoin de meilleurs, mais enfin, vous pouvez être meilleur et puis finalement, on a besoin des excellents. Oui, bien sûr. Les meilleurs parmi les C'est meilleurs. le nombre. C'est ça le concours aussi. C'est ça. Et je pense que c'est... Et moi, je considère tous qui sont intéressés, tous qui font la guerre pour être dans la fonction publique. Pour moi, ce sont des paresseux ou bien des gens qui veulent vivre sur le dos des autres. Attention, Mouktar. Oui, Yaya. Non, c'est pas de la paresse. Non, c'est de la paresse. Non. C'est de la paresse. Aujourd'hui, Comment? Vous avez Antonio Soare qui ne veut même pas être ministre. Aujourd'hui, vous avez Lamine Guirassy qui ne veut même pas être ministre. Aujourd'hui, vous avez KPC qui ne veut même pas être ministre. Des ministres Qui t'a dit ça, Mouktar? ce sont des ministres même qui viennent vers eux. Non, c'est cela la vérité. Et vous avez pas mal aujourd'hui de jeunes qui sont aujourd'hui encore dans l'ombre, mais l'administration publique, ça ne les dit absolument rien parce qu'ils gagnent dignement leur vie et après, ils n'ont pas des inquiétudes. C'est cela aussi. Et vous allez voir, ce sont ces jeunes-là qui contribuent au développement du pays. Mouktar, si vous avez de l'argent, à s'y poser, si vous avez de l'argent, vous n'avez pas besoin d'être ministre. Non, je n'en ai pas besoin. Alors. Je n'en ai pas besoin. Parce que, Bien. pour moi, quand j'ai de l'argent, je peux utiliser l'argent là autrement et aider à développer le pays. Bien. Parce que lorsque vous créez une entreprise, vous générez quand même des emplois. Bien. Vous avez aidé l'État dans ce sens-là. Ne serait-ce que 2 ou 3 personnes qui y travaillent, c'est quand même une aide. Parce que ces personnes-là ont des bouches derrière, ont des dépenses derrière. C'est que vous avez contribué à réduire le chômage et par conséquent accroître un peu l'économie. Bien. Pour moi, c'est cela la vérité. Et je pense que l'État doit... Parce que l'État ne veut pas employer tout le monde. Mais l'État... D'ailleurs, l'État n'emploie même pas. Mais l'État crée les conditions d'emploi. Ouais. C'est cela la vérité. L'environnement propice à l'emploi. Et je pense que c'est à cela que l'État va s'atteler. C'est vrai que il y a eu il parlait de retraités et tout ça. Ils pensent qu'ils n'ont pas encore été remplacés. Mais n'oubliez pas qu'il y a des formes pour accéder à la fonction publique. Il y a le concours et il y a les décrets. Et depuis là, il y a eu combien de décrets? Et parce que quand vous bénéficiez d'un décret, automatiquement vous êtes fonctionnaire. Bien. Ça voudrait dire que vous avez remplacé quelqu'un. Donc indirectement. Et pour moi, on devrait beaucoup s'atteler sur comment promouvoir le secteur privé pour pouvoir quand même, disons, assurer cet emploi dont les jeunes ont vraiment besoin. Justement, le secteur privé, on en parle parce que ça s'est dit, hein, sous le poids fiscal, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ferment leurs portes. Et oui, ils vont et faire ça, c'est l'État qui doit pouvoir les protéger. Oui, l'État doit pouvoir les aider et puis les aider en matière de financement. Oui. D'accompagnement. Pour trouver les partenaires quand même qui puissent leur venir en aide et pour donner vie à leur entreprise. Cela est important. Cela pour protéger par endroit les emplois. Les emplois. Pour protéger par endroit les emplois. Ouais. Mais mon cher ami, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui lorsqu'il parle de ceux qui s'intéressent à la fonction publique, que c'est des paresseux. Non, tu ne peux pas le dire. Non, s'intéresser aussi à la fonction publique n'est pas dit que tu es paresseux. Ok. Et puis il parlait. On peut être entrepreneur et s'intéresser. Il parlait des critères. Moi, je n'ai pas parlé des critères. Je sais déjà les critères, c'est le concours. Mais ce concours, si la demande est là. Mais pourquoi fermer la porte aux gens pour 10 000 places? Ok, parce qu'à chaque année, nous voyons quand même des recrutements dans l'armée, mais personne ne se plaint. Donc, pourquoi ne pas dire aussi aux gens, ne vous intéressez pas à l'armée parce que vous êtes des paresseux, ne vous intéressez pas à la fonction publique, nous allons vous aider, ceci, ça, ceci, c'est cela. L'entrepreneuriat, oui, c'est bien, mais c'est pour des esprits brillants. Ça, il faut le dire. On n'est pas tous brillants. Tu peux faire 5 enfants. Le premier, il est bon en économie. Le second, il est bon en mathématiques. Le troisième, il est bon en agriculture. C'est comme ça. Absolument. Le bon Dieu nous a créés égaux, mais dans la différence. C'est ça la différence. Il faudrait que les gens puissent comprendre cela. Donc, si aujourd'hui, dans les pays africains, il n'y a pas d'opportunité venant de l'État, il n'y a pas de...
création d'emplois ou parce que j'ai l'impression qu'il a touché un peu le système politique, le système libéral, souvent basé sur les privés et comment les aider. Il parle d'entre une soirée et ainsi d'autres. Aujourd'hui, s'il créait son BTP et qu'il voudrait avoir des marchés, mon cher ami, il va fermer les portes dans les jours à venir. Parce que c'est un réseau aussi qui est très fermé, c'est un cercle restreint. C'est ce que je dis. Ils sont ensemble, c'est une sorte d'oligarchie qui est créée, mais entretenue par des relations qui ne se définissent pas, que le peuple ne comprend pas, mais à chaque fois c'est eux qui ont l'argent, c'est à chaque fois c'est eux qui sont financés, et on dit maintenant que les autres viennent les voir. Non, c'est pas ça. D'où les grés, le marché des grés à grés. Voilà, mais si tu on donne à des amis. Évidemment, mais si tu ne fais pas partie de ce cercle, mon frère, tu es exclu. Donc, s'il y a des postes aujourd'hui, parce qu'il n'a pas dit aussi ce qu'il n'a pas dit, et je disais aussi, on dénonçait ici qu'il y a des enfants de ces anciens ministres qui sont dans l'administration qui ne travaillent même pas ici, il fallait les dénoncer. Absolument. Comment on va traiter ces gens-là qui ne servent pas le pays, mais qui prennent tout le temps de l'argent? C'est une injustice sociale. C'est de l'injustice sociale. Et maintenant, celui qui veut servir l'État, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, il faut créer les conditions. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de fonctionnaires à l'intérieur du pays. On est une population de 14 millions d'habitants, assis sur une mine d'or qui vaut des milliards de dollars. Donc ça veut dire quoi? Que le Guinéen, dans sa généralité, nous méritons mieux. Tout le monde peut travailler. Celui qui veut créer une entreprise, qu'il la crée. Celui qui veut travailler à la fonction publique, s'il y a des opportunités, qu'on lui ouvre la porte. Donc c'est ce que moi je dirais. Donc il ne faudrait pas traiter les uns et des autres de paresseux ou quoi que ce soit, mais il faut créer souvent les conditions d'intégration des gens à la fonction publique. Il faut créer les conditions des gens à créer leur propre entreprise dans le privé. Il faudrait que l'État quand même soit juste et équitable. Très bien, voilà ce qui est bien dit. En tout cas, c'est notre souhait le plus absolu. Nous souhaitons que cette politique nationale d'emploi ne soit pas un simple document de planification, comme l'a dit quelqu'un. Alors, on s'attaque au deuxième sujet, je vous le disais. À l'entente de cette émission, au Mali, la junte au pouvoir décide enfin de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les associations politiques. Mokhtar Sylla. Enfin, on se réveillait au Mali. On a compris que la décision... On peut dire que ça va chez nous, hein? Était comparativement au Mali. Non. On peut le dire. Non, au Mali, ça se comprend. Au Mali, ça se comprend. Ça revient à la même chose. Allez-y. Ici, les manifestations sont interdites. Alors que c'est la force de ces entités-là. Et au Mali, on dit, bon, non, toutes les activités sont interdites. Ça revient à la même chose, c'est juste un jeu de mots. Mais là-bas, peut-être, au départ, et jusque maintenant, on peut comprendre. Parce qu'au moment où on interdisait ça, le terrorisme encore sévillait dans ce pays. Et on pourrait estimer que certainement les politiciens pouvaient se baser sur ça pour quand même trouver des arguments pour un peu descendre la junte. Parce qu'on avait vu quand même la mise en place d'un gouvernement parallèle. Et de l'autre au Mali. Oui. Bien. Et maintenant, avec le temps, maintenant on a repoussé. Si on avait à l'époque, je pense que les Maliens ne contrôlaient que 15% de leur territoire. Et à date, ils sont presque à 100%. Et maintenant, s'ils jugent opportun de lever ces mesures-là, je pense que ça pourrait être compréhensible parce que tous les éléments sont là pour pouvoir justifier cette interdiction. Et pour moi, c'est quand même ça, parce qu'avant tout, c'est d'abord la sécurité nationale. Et je pense que oui, c'est avant tout ça, Mokhtar, la sécurité nationale. Mokhtar, il faut très bien ouvrir tes yeux. C'est ce que je suis en train de voir. La raison peut être ailleurs. C'est ce que je dis, j'ai fait une analyse globale de la situation. Mais vous dites que vous comprenez cette décision. Oui, j'ai dit, elle peut être compréhensible lorsqu'elle est bien justifiée. Elle n'est pas justifiée. Non, elle est justifiée. On parle de discussions stériles. Effectivement, ces discussions stériles. Des complots contre l'État. On fait allusion effectivement à quoi? Lorsque nous ne contrôlons pas tout notre territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez donc, il faut comprendre, ce sont des langages militaires. Donc, parfois, tout ne se dit pas et ça agit à l'interne. Donc, je pense que c'est compréhensible et on a compris pourquoi on avait pris cette décision d'interdire. Et parce que maintenant, on est arrivé un peu presque à bout, on lève.
ça veut dire qu'on ne l'a pas fait parce qu'on veut le faire. Bien. On l'a fait parce qu'une raison est là. Et je pense que c'est en cela qu'il faudrait que moi, c'est sous cet angle que je comprenne cette interdiction. Bien. Et je pense que, mais comme vous l'avez dit, peut-être autrement, les gens peuvent l'interpréter autrement. Et je pense que le même scénario peut arriver aussi en Guinée parce que on a interdit et je pense qu'avec assez de temps, on peut penser à y revenir. Et tout, on pourrait encore se comprendre parce que ça y va de l'intérêt. Et disons que avec le Mali, je pense qu'on a enfin compris qu'il fallait avoir des voix discordantes pour pouvoir, disons, aller de l'avant, parce que lorsque seulement vous êtes entouré par des béni oui, les gens qui cherchent à manger, parce que il y a les peuples qui aiment dire que Mohiri Kahirti, Onuna Fenande. Ça veut dire, c'est-à-dire, quand tu vas là où tu as dîné, forcément, tu vas accepter l'inacceptable. Tout ce qu'on va te raconter, parce que tu as mangé là. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et là-bas, c'est le réveil enfin. Bien, le réveil enfin, la réaction de Fodé Bangali Dansoko, c'est après toute cette petite transition, on reviendra effectivement continuer le débat dans le scanner. Gardez votre position d'écoute, c'est tout à l'heure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Gbessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Mamomed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapiti est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Je vous le disais déjà tout à l'heure, effectivement, nous étions au Mali avec cette levée des suspensions des activités des partis politiques Fodé Bakari dans ce cause. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les partis politiques aussi manifestaient contre le maintien des militaires à la tête du pays après l'échéance de mars 2024. Oui, évidemment. Mais j'aimerais quand même porter quand même sur cette question mon manteau de politologue. C'est important parce que c'est la sous-région. Donc, et comprendre un peu la manipulation ou les mouvements politiques. Et voyez-vous que lorsque nous prenons le dessin particulier de l'échiquier politique malien, c'est différent des nôtres. Donc là-bas, les syndicats, les religieux sont foncièrement impliqués dans la vie politique de leur pays. Et cela est différent un peu de chez nous ici.
l'activisme là-bas va au-delà même de la société civile, des partis politiques. Donc va vers, je parlais même des religieux. Et surtout, notamment l'imam Diko, qu'on a l'imam connu. Diko, les deux imams. Très influents. Et voilà, ainsi de suite. Ouais. D'abord, est-ce que l'acte a été salutaire parce que au départ et maintenant? Voyez-vous, dans une étude comparative, j'aimerais quand même faire un parallèle entre l'histoire de la République française à un moment donné, lorsque elle a accepté d'épouser la 5e République, mais sous le leader éclairé du général de Gaulle en 1958. Qu'est-ce qui s'était passé? Et la 4e République étant se heurter à un problème majeur lié en fait à ce régime parlementaire qui n'arrivait pas où se donner la tête sur la question spécifique de l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les politiciens, cherchant maintenant qui n'ont plus de solution à trouver à ce problème, ils ont dit bon, appelons l'homme qui a délivré, qui a libéré la France. De Gaulle appelé, il vient, il s'installe tranquillement, il impose une élection pour dire non, maintenant il faut une 5e République, nous allons passer maintenant au suffrage universel. Automatiquement, il passe au suffrage universel et en même temps, 60, il résout complètement le problème lié à l'histoire, en fait au problème lié à l'Algérie. Donc, mais les 2 ans, les politiciens n'ont rien fait. Ils le regardaient parce que pour eux, ils l'ont invité à échouer. Parce qu'eux, ils avaient échoué sur l'échiquier-là. Donc, De Gaulle a réussi. Maintenant, une fois réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se mettre encore en gestation, à crier sur tous les toits, et maintenant à le piétiner. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il leur dit, si eux, ils jouent à la belote, avec lui, ils doivent jouer au poker. Qu'est-ce que je veux dire par là? Automatiquement, il dit maintenant, le président de la République doit être élu par un suffrage universel. Parce que pour la première élection, c'était pour la Constitution. Donc, ils se sont tués, c'est des gens, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une population qui aime son pays. Donc c'est les politiciens quand même qui pensaient à l'intérêt de la France. Dans les moments difficiles, ils se sont tués, ils ont laissé le pays à quelqu'un qui pouvait relever les défis. Donc cela, c'était en la personne de M. De Gaulle. Donc le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Assimi Goïta a pris les rênes, les partis politiques, au lieu de l'aider, eux, ils ont commencé à torpiller, et je dirais quand même, sincèrement, les projets de Goïta. C'est pour cela, par fini, ils ont pris des décisions pour le mettre en veille, pour dire non, maintenant, nous avions des problèmes de sécurité, nous avions des problèmes liés au djihadisme, nous allons d'abord combattre ce djihadisme, après nous allons vous laisser le temps maintenant de faire ce que vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Donc, on ne peut pas dire que c'était de la dictature, mais ce n'était pas compris parce que la raison d'État prône sur toute raison dans un pays. Et si maintenant sa candidature est validée? Non, pour la candidature, ça c'est autre chose. Moi maintenant, pour la levée des sanctions, c'est ce qui est salutaire. Moi j'ai compris maintenant la démarche. Donc les partis politiques quand même au départ devaient accompagner Goïta parce que le pays était menacé. C'est le cas au début. Hein. Oui, c'est le cas au début, mais à chaque fois on voyait imam Diko, imam ceci, mais parler du gouvernement comme si c'était des enfants. Et puis il disait, en fait, il mettait à mal déjà la sécurité intérieure de l'État. Parce que c'est des gens qui voulaient que l'État fasse ce qu'ils veulent. C'est après qu'ils ont dit constater effectivement la volonté aussi de la gente de s'éterniser. Voilà, tu es un religieux. Moi, je ne suis pas contre les religieux. C'est pas mauvais que les religieux aussi se mêlent. Moi, je le dis parce que je ne sais pas comment ça se passe au Mali. Absolument. Mais en Guinée, ça serait gravissime. Donc, évitons ces formes de copinage ou de mariage entre le pouvoir et la religion. Donc, chacun doit connaître ses limites. Donc, c'est ce qui est arrivé au Mali. C'était toute la difficulté. Donc, c'est pour cela même le monsieur, on disait à un moment qu'il est allé se soigner, mais c'était un petit exil qui ne disait pas son nom. Vous voulez parler de qui? De Diko. De Diko. Donc aujourd'hui, si la sanction quand même est levée... Ce sont ses fils qui sont au pouvoir. Donc voilà. Il a peur de rien. Voilà, si la sanction est levée, c'est salutaire. Ça veut dire que, comme le disait mon cher confrère, l'État a retrouvé toute son intégrité territoriale. Donc l'intégrité territoriale retrouvée, je pense bien maintenant les partis politiques qui sont en bonne santé de se lancer dans une course présidentielle le feront. Qui sont en bonne santé encore d'animer sur les plateaux, il n'y a aucun problème. Les idées leur appartiennent et puis c'est pour l'intérêt du Mali. Voilà, surtout il faut signaler, il y a plus de 11 opposants qui sont aussi
disons, écroué du côté de Mali. Donc, puisque c'est le début d'une décrispation, il faut aller... Espérons-le bien. Absolument, il faut aller jusqu'au bout et pourquoi pas libérer ces politiques-là. En attendant qu'on ait notre invité au téléphone, nous recevons quelques réactions, d'ailleurs même beaucoup de réactions, sur le 629 95 67 67. Bonjour à vous, votre signal est en train de se couper par moment, nous n'arrivons pas à vous écouter convenablement, ça va de va-et-vient. Aliou Badra de Petit Simbaya. Donc, pour votre gouverne, Koto Diallo du côté de la technique, et Sankon, l'enfant de Forekaria. Salut les hommes de bonne foi, le CNRD a peur, c'est pour cela ils ne font que kidnapper les gens. Ils essaient d'éteindre les voix discordantes, tout ce qui peut les empêcher de faire, écoutez, leur sale boulot, dit-il, mais ils verront le peuple sur les routes signé Mamadou Saliou. On continue toujours encore une fois, et on nous signale par endroit. Bonjour Kavi, le signal de votre fréquence se dégrade. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est des messages qui viennent comme ça abondamment. Donc notre signal qui se dégrade par moment. Donc les auditeurs n'arrivent pas à nous suivre ou à nous écouter convenablement. En attendant qu'on ait notre invité, qui n'est autre que Boubacar Tounkara, nous continuons avec ce sujet-là, Mokhtar Sylla. Est-ce qu'on peut parler, encore une fois, au niveau de Mali, ici, des retours, enfin, le retour de la calmie, parce que tout simplement, la crise, elle existe aujourd'hui. Est-ce que c'était une stratégie pour les militaires au pouvoir, d'abord, de maîtriser la situation interne avant de s'intéresser, disons, aux enjeux internationaux, notamment la mise en place de la Confédération la Confédération du Sahel, appelée AES. Oui, écoutez, je pense que c'était normal lorsqu'il faut d'abord mettre tout le monde en sécurité. C'est pourquoi j'ai compris, parce que vous vous souvenez, l'autre a été quand même... à un moment a été kidnappé, il avait fait des mois durant dans les mains de ses ravisseurs. Soumaïla Cissé. Et quelques temps après sa libération, il est décédé. Ah oui. Je pense que c'était tout à fait normal d'abord, parce que même la sécurité de ces politiciens, de ces acteurs là n'était pas non, est assuré par quand même ceux qui gouvernent le pays actuellement. Et je pense qu'il fallait d'abord prioriser cela, battre l'ennemi externe, c'est rassurer que nous avons la maîtrise du terrain avant de faire face aux problèmes internes qui ne finissent pas. Donc pour moi c'est vraiment salutaire et ce qu'il faut dire. J'ai envie aussi quand même de féliciter un peu la junte malienne par rapport, disons, à cette prouesse. Laquelle non, le fait que le Mali ait récupéré, disons, plus de 80% de son territoire. Et aujourd'hui, je pense que... Les attaques continuent. Hein? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit 85. Bien. Ça veut dire que ce n'est pas totalement maîtrisé. Mais par rapport au passé, avec la présence de la force Barkhane et tout ça, nous avons vu, le Mali ne contrôlait que 15%. Et aujourd'hui, on va au-delà. Ça veut dire qu'il y a une avancée avec la coopération de la Russie. Et je pense que le groupe Wagner, et je pense que ça a porté fruit. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et vous avez vu aussi, c'est la même chose au Burkina. Quand on a chassé la France, on est en train de peu à peu récupérer des espaces perdus qui étaient occupés par le passé par des terroristes. Et je pense que c'est ce que les pays du Sahel ont compris. Et pour dire que désormais, puisque nous avons vu l'institution sous-régionale, la CEDEAO, est un peu chapeautée par la France et que nous avons chassé chez nous, il serait quand même incompréhensible d'aller avec la même institution, avec ces mêmes prises de position. Bien, on nous apprend que nous avons au bout de fil notre invité, Thierno Oumar Tounkara. Il est analyste politique, géostratège. Monsieur Tounkara, bonjour, bienvenue dans le scanner. Ouais, bonjour. Bien. On vous le disait, les dirigeants de la CEDEAO réunis ce dimanche 7 juillet à l'occasion du 65e sommet d'ordinaire à Abuja ont constaté le manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali, mais aussi du Niger. Pour rappel, d'abord, il faut le dire, les trois États ont mis en place tout récemment
ce qu'on appelle la Confédération AES. Dites-nous comment en est-on arrivé à ce niveau? Oui, ben, il faut se placer dans le contexte à partir de 2020. Bien. Il y a eu d'abord la succession de coups d'État dans ces pays. Oui. Tous ces pays sont confrontés au terrorisme. Il n'y a pas eu de solution. Oui. Il n'y a surtout pas eu d'initiative de la CEDEAO et d'accompagnement de la CEDEAO. Oui. Et donc, ces pays ont décidé, n'est-ce pas, de prendre des responsabilités, de démissionner de la CEDEAO. Suite aux sanctions qui ont été décrétées par l'institution sous-régionale, se sont retrouvés et ils se sont accompagnés et créé l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, ils ont marqué un pas en avant, c'est la confédération, avant d'arriver à la fédération pure et simple. Bien. Donc, c'est la suite de crise et de la malgestion de la CEDEAO de ces crises dans ces pays-là. Bien. Mouktar Silla. Alors, Monsieur Tunkara, quelle chance que cette nouvelle coalition peut savoir pour quand même avoir un poids? Tout au plus pour pouvoir fonctionner. Eh bien, vous savez, hein, d'abord, c'est des États souverains qui ont décidé de s'allier et ont décidé de quitter l'organisation sous-régionale. Et ils ont leur poids parce que d'abord, ça représente 60 millions, une population de 60 millions pour ces trois pays, environ 60 millions. Ce sont des pays qui ont des économies basées sur les ressources minières qu'ils en ont. Et le Niger vient récemment d'avoir du pétrole. Le Nigeria a de l'uranium, il a de l'or. Le Mali a de l'or, le Burkina a de l'or. Donc, c'est des pays dont la capacité repose sur les ressources minières, la gestion de ces ressources minières. Et une économie qui marche plus ou moins parce que c'est des pays quand même qui sont dynamiques sur le plan commercial. Et voilà, donc ils pèseront de leur poids. C'est relatif évidemment à la CEDEAO en tant que 12 autres pays qui restent très encore plus lourds, mais eux aussi, ils ont leur poids. Bien. Est-ce que dans l'avenir, on pourrait penser que cette alliance pourrait avoir des adhésions? Ben, vous savez, hein, si la CEDEAO continue à rester sourde, aveugle et muette sur les problèmes que traversent les pays individuellement, il va sans dire qu'il y aura des velléités de se démarquer aussi de cette organisation. Parce qu'on est liés pour résoudre des problèmes en commun. Nous avons des problèmes en commun. S'il n'y a pas d'entraide entre nous, si l'institution sous-régionale n'a pas de capacité, n'est-ce pas, de venir au secours des États, il va sans dire que d'autres États seront tentés de partir. Bien. Et les trois États aussi accusent la CEDEAO d'être manipulée par, disons, les puissances étrangères, notamment la France. Qu'en dites-vous? Oui, ça c'est justement les conséquences des prises de décision inopportunes et maladroites de la CEDEAO. Lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Bazoum, et bon, ça c'était la goutte qui avait débordé le vase. La CEDEAO a pris des résolutions d'intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel et la France, très regardante sur la matière, s'est positionnée directement en faveur, n'est-ce pas, de ces pays qui ont décidé une intervention militaire, contrairement à l'Amérique. Et voilà, et on a déduit directement que la CEDEAO travaille sous le commandement de la France. C'est ce qui a soulevé une vague de souverainisme dans ces pays-là, qui a conduit à un désamour entre la France et ces pays progressivement. Et puis, voilà, c'est pourquoi on les accuse d'être manipulés par la France. Non, la France ne dicte pas des choses à la CEDEAO. Mais dans ce cas précis, la France était prête à accompagner les États, était prête à intervenir contre le Niger. Alors, M. Tunkara, toujours lors de ce sommet, la CEDEAO toujours persiste dans sa menace. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne posture pour quand même ramener les autres pays parce qu'on n'a pas intérêt à se diviser? Non, la menace ne marche pas. Quand il y a eu le coup contre Bazoum, on a cru que la guerre c'était demain, mais elle n'a pas eu lieu. Elle ne peut pas avoir lieu. Donc il n'y a pas de menace. Aujourd'hui, on parle de visa pour ces pays, de rentrer dans les autres pays de la CEDEAO, ça c'est des histoires, ça, ce n'est pas possible. Pour aller de Bamako
d'aller de Bamako en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou de Ouagadougou à Abidjan, on ne prend pas un avion, on va par la route. À la frontière, les gens passent par pied, donc c'est pas possible, les questions de visa, c'est pas possible. Quant aux sanctions économiques, ça ne peut pas marcher. La CEDEAO a peu de résultats économiques pour imposer, n'est-ce pas, des restrictions à cet État-là. C'est des économies à la rigueur informelle qui marchent sans décision du pouvoir. Mokhtar. Alors, Ousmane Sonko porté comme médiateur. Bassirou Diomaye Faye. Oui, Bassirou Diomaye Faye, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix? Bon, oui, c'est le bon choix parce que c'est le nouveau venu. Il n'est pas lié à tout le passé de la CEDEAO. Il a un casier vierge concernant la CEDEAO. Il dénonçait lui-même les agissements de la CEDEAO. Ah, bien sûr, c'est un souverainiste. C'est un souverainiste comme Koïta, comme Traoré, comme Tiani du Niger. Comme Tani. Donc, c'est un souverainiste. C'est des gens qui veulent prendre les responsabilités de leur pays en main. N'est-ce pas se démarquer des puissances coloniales, se démarquer de toutes les dominations et de toutes les ingérences étrangères. C'est un souverainiste comme les autres. Maintenant, le désigner comme médiateur, oui, c'est bon, c'est pas mal, il faut tenter les chances, mais je vois mal comment. Il a dit lui-même dans sa première réaction, il a dit qu'il faut que la CEDEAO cesse de donner l'image d'être pilotée par l'extérieur. Absolument. Vous voyez, c'est une position claire. Et ça, c'est de nature à séduire trois pays. Maintenant, dans la négociation, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il a quand même des atouts. Il a des atouts, il est jeune, il est vierge, il se plaint vis-à-vis des syndicats, des chefs d'État qui sont à la CEDEAO, il est vierge, il est neuf, et c'est un pays qui a trouvé ses ressorts démocratiques. C'est l'idéal vers lequel tout le monde tend. Donc c'est séduisant, c'est alléchant, c'est encourageant. Est-ce qu'on ne risque pas de le perdre, M. Tounkara, parce que lui-même, il a les mêmes idées que ce jeune-là. Vous venez de donner des caractères qui leur sont semblables. Est-ce que finalement, si toutefois il pense qu'il ne sera pas compris par la CEDEAO, est-ce qu'il ne risque pas de rejoindre cette nouvelle alliance? Non, je ne pense pas. Le Sénégal, je ne pense pas. Le Sénégal est un pays qui a des institutions fortes. Le Sénégal a une diplomatie. Il l'a d'ailleurs même dit, il reste au niveau de la CEDEAO. Oui, d'accord. C'est-à-dire que le Sénégal, je ne pense pas. Le Sénégal ne peut pas rejoindre ces pays du Sahel, quand bien même le Sénégal est un pays sahélien. Mais je ne pense pas que, sur le plan institutionnel, que le Sénégal rejoigne ces pays-là pour faire dissidence à la CEDEAO. Je ne pense pas. Le Sénégal a toujours joué un rôle de leadership dans les organisations sous-régionales africaines. Donc, je ne pense pas que ça vienne au Sénégal. Au-delà de la volonté de ces trois États, donc, qui sont tous dirigés par des militaires, de lutter contre le djihadisme en expansion dans ces trois États-là, est-ce qu'il n'y a pas, par endroit, une volonté aussi de s'éterniser au pouvoir? Parce que nous constatons aussi quand même la prolongation de leur mandat, s'il faut dire comme ça, respectif, de 2 ans à 5 ans, un peu partout. Et que si, ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas prêts à partir. Ils sont là encore pour un bon moment. C'est ce que ça veut dire, c'est clair et net. Est-ce que leur dissidence n'est pas une façon d'échapper aux pressions de la CEDEAO? Non, c'est pas lié. C'est pas lié, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour faire durer la transition qu'ils ont démissionné de la CEDEAO. Ils ont démissionné de la CEDEAO pour des raisons objectives vis-à-vis de leur position. C'est-à-dire à partir de leur position, c'est une réaction objective. Cela n'a rien à voir. Maintenant, la création d'une alliance des États du Sahel, qui ont les mêmes régimes militaires, qui sont dans la même transition, veut dire que ces messieurs sont prêts à prolonger la transition, à se pérenniser au pouvoir, à la limite. Et quelles conséquences cela pourrait avoir, effectivement? Non, il n'y a pas beaucoup de conséquences. C'est des pays souverains, des pays souverains qui sont libres de choisir leur destin. Si les militaires de ces pays ont opté pour renverser des régimes civils à cause de la sécurité par endroit, n'est-ce pas, de leur pays, c'est tout à fait légitime de leur part. Quand ça ne marche pas, il faut changer.
C'est logique, c'est ça la logique des coups d'État. Bon, les conséquences, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Les pays sont souverains, ils sont indépendants, ils sont libres d'évoluer comme ils entendent. Bien, alors, M. Tounkara, connaissant la France très forte en diplomatie, quelle chance disposent ces pays-là pour pouvoir attirer des investisseurs dans leur pays? Mais si ce n'est pas la France, c'est la Chine. Si ce n'est pas la Chine, c'est la Russie. Si ce n'est pas la Russie, c'est l'Inde, etc. Bon, tous les pays du monde, toutes les grandes puissances du monde aujourd'hui sont embêtés. La croissance est en crise dans la plupart de ces pays-là. Or, la meilleure façon de relancer la croissance dans leur pays, c'est les matières premières. Les pays africains, y compris la Guinée et consorts, sont riches en matières premières qui intéressent ces puissances. Donc, en dehors de toute la politique, en dehors de toute considération, sur le plan géopolitique, les gens ont besoin des matières premières et besoin de coopérer, ils viendront. La coopération marchera. Si ce n'est pas la France, c'est un autre. Heureusement. Au-delà de ces sentiments anti-français exprimés dans ces différents États-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème interne qu'il faille résoudre, M. Tounkara? Oui, il y a des problèmes internes qu'il faut résoudre. D'abord, le problème interne, le plus fondamental, c'est la sécurité. Bien. Ces pays sont dans une insécurité chronique. Bien. Et il faut régler d'abord la sécurité. Deuxièmement, la pauvreté. La pauvreté. La manipulation ethnique aussi, par endroit. Bon, manipulation ethnique, non. C'est pas le spectre guinéen, non. Pas de manipulation politique. Au Niger, au Burkina, au Mali, il n'y a aucune trace de manipulation ethnique. Non, mais ça existe entre les Dogons et les Pères au Mali, M. Tounkara. C'est un fait. Bon, ça, c'est lié au terrorisme. C'est des zones, c'est des histoires de terrorisme d'abord. C'est-à-dire, c'est les éleveurs Peul du plateau du Massina, du Haut-Massina, n'est-ce pas, qui sont embêtés par les cultivateurs, n'est-ce pas, pour la divulgation de leurs bœufs. Et c'est ce qui fait qu'ils ont ouvert leur espace, s'est retrouvé ouvert aux djihadistes. Ils sont venus qui ont investi le lieu, qui ont fait même des tatinats au sein de leur milieu, mais ce n'est pas une question ethnico-ethnique. Non, pas pour de la langue. Mais il faut une solution politique à cela. Hein? Il faut une solution politique à cela. Oui, bon, il faut une solution politique à cela, mais ce n'est pas lié, hein, parce que là, c'est une question d'abord de sécurité. Bien. C'est une question de sécurité d'abord. Les terroristes ont des régions qui dominent. C'est pas le vouloir des populations. Bien. Avant de vous laisser partir, dites-nous, que faut-il faire pour que naisse une CEDEAO indépendante et forte? Oui, on entend souvent parler de la CEDEAO des peuples. On entend souvent parler de la CEDEAO des peuples parce que, en réalité, les structures de la CEDEAO, il y a la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, il y a l'Assemblée, le Parlement, il y a la Cour de justice, il y a les commissions, il y a la Banque d'investissement et de développement. Donc, au-delà de la conférence des chefs d'État, il faudra donner la force, par exemple, aux législatifs. C'est-à-dire les tribunaux de la CEDEAO doivent être forts pour recevoir les plaintes des citoyens de la CEDEAO qui n'ont pas, chez lesquels les États n'ont pas une justice performante. C'est-à-dire que la Guinée, beaucoup de Guinéens, lorsqu'ils ont perdu le procès ici parce qu'ils ne sont pas convaincus, ils se rabattent sur le tribunal de la CEDEAO et donnent des verdicts, malheureusement, qui sont très peu appliqués. Il y a à renforcer les autres institutions, à part les institutions des chefs d'État, pour que cela coïncide avec la volonté des peuples. Donc, il y a à refaire dans ces conditions. Bien. Alors, Thierno Aboubakar Tounkara, Thierno Omar Tounkara, j'allais dire. Boubacar Tounkara, analyste politique, géostratège. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Tounkara. C'est moi qui vous remercie. Merci. La radio aussi, c'est l'air. Vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, bien sûr. Oui, ce que j'aimerais dire quand même, c'est dire à la CEDEAO d'être sérieux dans ce qu'ils font. Sérieuse, oui. Oui, sérieuse plutôt. Et parce que voilà qu'il y a 3 États qui se sont dégagés pour créer cette confédération. Au prélude de leur mouvement, comment dire, de l'organisation, ils parlaient de confédération.
de l'AES, d'une alliance, maintenant de la confédération, comme il parlait de fédération par famille, c'est ça l'objectif. C'est une suite logique. Voilà, c'est une suite logique. Et de leur dire, de refuser d'être une boîte à résonance de c'est le cas aujourd'hui. Surtout particulièrement de la France. C'est très, très, très important. Il faudrait laisser les pays souverains diversifier leur coopération comme ils l'entendent, et puis voilà, et gérer leurs affaires intérieures. Parce qu'il y a eu assez d'hypocrisie dans la gestion de cette histoire de lutte contre le terrorisme du côté du Mali déjà, en premier lieu, et c'est ce qui a suscité ce nationalisme, ce souverainisme quand même, qui aujourd'hui est en train de prendre un grand pas dans la politique de la sous-région. Donc il ne faut pas aussi être étonné, parce que comme il le disait tantôt, il ne faudrait pas être étonné si la CEDEAO continue sur ces façons de faire. Je pense bien qu'il y a d'autres pays qui pourront aussi intégrer cette organisation si elle est censée être sérieuse, elle est censée être, comment dirais-je, considérée égale. Donc cela va leur permettre encore de prendre de l'aile. Donc vraiment, vraiment, la CEDEAO maintenant doit reprendre la main, mais quand même en respectant tous les principes fondamentaux qu'ils ont eu déjà instaurés en leur sein dès sa création, pour permettre quand même aux pays africains, ouest-africains, de s'épanouir. Il faut que la CEDEAO cesse d'être un collège de chefs d'État, et pour cela, il faut que la société civile ouest-africaine puisse s'impliquer pour que nous ayons une CEDEAO de peuple. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et Fodé Bakary Dansoko, merci. Merci beaucoup. Mokhtar Sylla, merci. Merci. À la technique Mamadou Diallo, technique télé, à la régie télé, j'allais dire Vaba Kwevogi, à la réalisation Michel Ouamonou. Merci à tous. On se reprend à la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Portez-vous bien. Au revoir.